Bonsoir à tous et bienvenue dans le débat de France 24. On y arrive, les premiers vaccins contre le Covid-19, vus depuis mars dernier comme la solution pour se débarrasser du coronavirus, sont donc sur le point de débarquer. L'alliance Pfizer-BioNTech et la société de biotechnologie Moderna ont déposé des demandes d'homologation aux États-Unis et en Europe. Pfizer a déjà obtenu ce mercredi l'autorisation du Royaume-Uni. De leur côté, les États dévoilent les uns après les autres leur stratégie vaccinale, suscitant parfois le scepticisme, voire même la peur des citoyens réticents à se voir administrer des vaccins sur lesquels on n'a peu, voire pas de recul. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Flahault, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Également Antoine Bristiel, chercheur à Sciences Po Grenoble, expert à la Fondation Jean Jaurès et auteur de l'enquête Vaccin, la piqûre de défiance, publiée à la mi-novembre. On sera aussi tout à l'heure avec Nathalie Coutinet, économiste de la santé, enseignante-chercheuse à l'Université Sorbonne Paris-Nord et co-auteur du livre L'économie du médicament aux éditions La Découverte. Bonsoir et merci à tous de participer à ce débat. Le Royaume-Uni, je vous le disais, est donc le premier pays au monde à autoriser un vaccin contre le Covid-19, celui de Pfizer et BioNTech. Écoutez à ce sujet Boris Johnson, c'était tout à l'heure. Le vaccin sera rendu disponible au Royaume-Uni dès la semaine prochaine. C'est la protection des vaccins qui nous permettra en définitive de reprendre nos vies et de refaire fonctionner l'économie. J'exhorte la population de se faire vacciner, mais le rendre obligatoire ne fait pas partie de notre culture. Ce n'est pas notre ambition. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et le reste de l'Europe se prépare aussi à l'arrivée du vaccin et prépare également l'opinion publique, un sujet de Julie Chouteau. Au Danemark, les policiers le chantent dans une vidéo devenue virale. Plus sobrement, l'Union européenne transmet le même message. Le vaccin anti-Covid devrait bientôt arriver. I just want to say there is a light at the end of the tunnel. At the moment being, the member states are working on their vaccination plans and on the logistics for the deployment of tens of millions of doses of vaccine. Deux laboratoires, Pfizer et Moderna, ont demandé l'approbation d'urgence de l'UE pour une mise sur le marché de leurs vaccins avant la fin de l'année. L'Agence européenne des médicaments devrait donner sa première autorisation le 29 décembre au plus tard. Les gouvernements souhaitent vacciner au plus vite et la plupart hiérarchisent les besoins. La France prévoit une campagne de vaccination en 5 phases. La première concernera les plus vulnérables, notamment les personnes âgées en maison de retraite. Entre fin décembre et début janvier, vraisemblablement, il y aura une première campagne de vaccination qui, elle, sera très ciblée. Et on aura vraisemblablement une deuxième vague de vaccination qui s'ouvrira quelque part entre avril et juin, qui, elle, sera plus large et plus grand public. Pour satisfaire les échéances ambitieuses des pays européens, les plaques tournantes du transport pharmaceutique comme Francfort ou Bruxelles mettent les bouchées doubles. Les doses de vaccins devraient bientôt y transiter par millions. Antoine Flahault, on voit enfin la lumière au bout du tunnel, comme le dit Ursula von der Leyen. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il faut bien sûr attendre les approbations formelles des agences en charge. Mais on voit que les premières agences très rigoureuses, que sont celles du Royaume-Uni, mettent sur le marché ce vaccin. Donc ont déjà des experts qui se sont penchés sur les dossiers. Et on peut espérer que l'on va avoir des vaccins disponibles en début d'année dans toute l'Europe. Et ça, c'est en effet une très bonne nouvelle parce que si ce vaccin permettait de réduire de façon très substantielle la morbidité sévère et la mortalité des personnes âgées et des personnes à risque, alors on aurait probablement changé très, très profondément la nature de cette menace qui est la Covid-19. Antoine Bristiel, comment est-ce que vous expliquez la rapidité avec laquelle le Royaume-Uni a autorisé le vaccin de l'alliance Pfizer-BioNTech, la population britannique qui était notamment préparée?
Oui, on voit que les taux de confiance par rapport au vaccin contre le Covid étaient beaucoup plus importants au Royaume-Uni qu'ils ne l'étaient en France. C'était 79% des habitants du Royaume-Uni qui déclaraient qu'ils se feraient vacciner contre le vaccin il y a encore quelques semaines, même avant qu'on parle des annonces des différents laboratoires pharmaceutiques. Donc c'est vrai que l'opinion publique britannique était plus préparée que l'opinion publique française à ce niveau, et c'est peut-être ce qui explique la rapidité des autorisations qui ont été réalisées. Antoine Flahault, on l'a vu dans le sujet, c'est non seulement le Royaume-Uni, mais aussi l'ensemble de l'Europe qui se prépare à l'arrivée des vaccins. De combien de doses, de millions de doses est-ce qu'on parle, et comment va se passer le mécanisme de répartition entre les pays ? Alors déjà, on n'a pas choisi, et l'OMS ne le recommande pas, une stratégie qui viserait à bloquer l'épidémie. Ça peut paraître étonnant, mais en fait, ce vaccin ne va pas être fait initialement pour tenter de bloquer l'épidémie, il va être fait pour protéger les personnes à risque. Un petit peu comme pour la vaccination antigrippale. On va d'abord protéger les personnes qui risquent le plus d'attraper la maladie, et surtout, s'ils attrapent la maladie, de développer des formes sévères. Et cela, c'est à peu près... disons entre 20 et 40% de la population qui peut être concernée. Tout dépend où on met la barre. On peut se dire qu'à partir de 50 ans, cette maladie, la Covid-19, peut devenir une maladie extrêmement grave et mortelle. Donc si on met la barre à partir de 50 ans, on a largement 40% de la population. Donc ça veut dire qu'il faudrait des stocks qui puissent couvrir ces 40% de la population, en sachant que tout le monde n'est pas volontaire pour recevoir ce vaccin, et que... par ailleurs, il y a des personnes qui ne sont pas dans ces segments et qui voudront peut-être aussi, eux, être vaccinés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'OMS disait que si l'on ne dépassait pas 20%, si on arrivait à restreindre la consommation de ce vaccin à 20% de la population, on pourrait vacciner toutes les personnes à risque, très à risque de la planète. Si des pays, notamment les pays les plus riches, les pays du Nord, prennent plus, ce sera probablement aux dépens d'un accès possible et rapide à tous les pays de la planète pour les segments les plus à risque de la population mondiale. Alors vous avez commencé à l'évoquer, une partie des populations, notamment en Europe, sont sceptiques, même celles qui ne le sont pas traditionnellement vis-à-vis des vaccins. Cette fois, le scepticisme est notamment lié au fait que ces vaccins anti-Covid ont été élaborés avec une rapidité toute particulière. Antoine Bristiel, cette méfiance, voire cette peur des populations, c'est compréhensible? Disons qu'en tout cas, ça serait vraiment une erreur de considérer que les personnes qui sont sceptiques à l'heure actuelle concernant le vaccin sont juste des complotistes qui seraient de base extrêmement défiants envers tout vaccin et qu'il ne serait pas possible de les convaincre d'une manière ou d'une autre. Non, ce que les personnes expriment quand elles disent à l'heure actuelle qu'elles ne sont pas forcément prêtes à se faire vacciner, c'est plus de la peur des effets secondaires potentiels de la vaccination, de la peur d'un vaccin qui a été produit extrêmement rapidement et sur lequel elle considère qu'on n'a pas suffisamment de recul. Et au contraire, il y a nécessité vraiment d'avoir une action à la fois des pouvoirs politiques, mais également de la part des scientifiques, alors des institutions scientifiques, des médecins également, pour donner des informations à la population et pour la rassurer sur ces différents points. Et la peur aussi, Antoine Flahault, de cette nouvelle technique utilisée notamment par l'Alliance Pfizer-BioNTech et la société de biotechnologie Moderna, donc qui caracole en tête de la course au vaccin et qui utilise donc cette technique très innovante de l'ARN messager. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en des termes assez simples pour nos téléspectateurs et pourquoi est-ce qu'elle suscite particulièrement des inquiétudes ? Oui, c'est vrai que c'est une technologie complètement nouvelle qui n'a jamais été utilisée encore pour aucune maladie et pour aucun vaccin. Cela dit, c'est peut-être une des innovations qui va changer la vaccinologie moderne. Je dirais que les mois qui vont venir vont nous le dire. Parce que l'ARN messager, c'est une molécule génétique de génome qui permet de fabriquer des protéines. C'est-à-dire que c'est un peu la partition que notre machinerie cellulaire va lire et va faire comme musique, comme produit, va faire une protéine. Donc, en soi, ce petit fragment de génome
représente pas un danger particulier. D'ailleurs, il a une durée de vie qui est relativement courte dans l'organisme. Au bout de 1 ou 2 jours, il n'en aura plus du tout. C'est pour ça qu'on refait une deuxième injection. Donc, ce n'est pas du tout un fragment d'ADN. Il ne va pas se mettre dans notre génome, car notre génome n'est pas constitué d'ARN, il est constitué d'ADN. Le génome du virus, du coronavirus, est constitué, lui, d'ARN. Et d'ailleurs, quand il rentre dans nos cellules, quand on est infecté, il a à peu près le même rôle que cet ARN messager. Simplement, le virus, lui, fait toutes les protéines dans nos cellules qui lui servent à se reconstituer, à se répliquer et à nouveau envahir d'autres cellules. Il nous infecte. Alors que l'ARN messager que le vaccin nous donne est juste un tout petit fragment d'ARN du virus, du coronavirus, qui permet de faire une seule protéine. Cette seule protéine, c'est la protéine Spike, c'est-à-dire c'est une protéine qui est le trousseau de clés qui permet au coronavirus de rentrer dans nos cellules. Et si on développe, si cette protéine est fabriquée par notre organisme, eh bien, on va développer une immunité contre cette protéine qui va permettre de bloquer la pénétration du virus dans nos cellules et donc de bloquer l'infection. L'idée, qui était très géniale, c'était de se dire, en donnant de l'ARN messager, on va nous-mêmes fabriquer la protéine du coronavirus qui va stimuler notre immunité contre cette protéine et empêcher le virus de nous infecter ultérieurement. Alors justement, sur cette technologie et sur les craintes qu'elle suscite au sein d'une partie de la population, écoutez un extrait de l'interview exclusive qu'on avait réalisée il y a quelques jours avec le patron de Moderna, Noubar Afeyan. Pour tout vaccin, pour tout médicament, on ne peut s'assurer de sa sécurité que sur la base des tests, des essais cliniques qui ont été faits. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, nous sommes allés vite, mais nous n'avons contourné aucune règle. Nous avons fait preuve de rigueur, d'encore plus de rigueur. Voilà Noubar Afeyan qui s'efforce visiblement de rassurer sur le vaccin donc développé par Moderna. Antoine Bristiel, selon un récent sondage de votre fondation, la Fondation Jean Jaurès, 24% des Français n'accepteraient probablement pas de se faire vacciner, 19% certainement pas. Alors, sachant qu'en France, le vaccin n'est pas obligatoire, comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent convaincre ? Oui, ce qui est inquiétant, c'est qu'entre ces chiffres qui datent de début septembre et les derniers que l'on a à l'heure actuelle, on se rend compte que la défiance par rapport au vaccin a encore augmenté. Donc à partir du moment où le thème a été plus développé dans le débat public, à partir du moment où il y a eu ces annonces de laboratoire, on aurait pu penser que l'assentiment au vaccin aurait été plus important, mais c'est pas le phénomène qui se dessine, au contraire. Donc il y a vraiment tout un travail à faire. Et je pense que ce travail à faire, il est vraiment sur 2 points. Il est sur celui de la transparence au niveau sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'explication sur ce que c'est ce vaccin, et c'est ce qu'Antoine Flau était en train de faire brillamment tout à l'heure, mais également de ne pas nier qu'il peut y avoir certains effets secondaires de la vaccination, parce que ce serait un tort de penser que en niant les conséquences potentielles néfastes qui peuvent arriver avec le vaccin, on aurait davantage d'assentiment de la population. Au contraire, on voit assez clairement que ça se retourne contre les institutions assez rapidement. Et l'autre chose, c'est une transparence au niveau économique. On voit qu'il y a une crainte qui va s'exprimer notamment sur les réseaux sociaux, qu'il y ait des collusions qui existent entre les laboratoires pharmaceutiques et les gouvernements qui poussent à aller vite et à promouvoir ces vaccins dans l'urgence. Donc il faut rassurer sur le plan sanitaire et il faut rassurer sur le plan de la transparence économique. Et qu'en est-il, Antoine Bristiel, dans les autres pays européens ? Alors on a évoqué tout à l'heure le cas du Royaume-Uni, mais le scepticisme est visiblement le plus important dans les pays d'Europe centrale et même dans les pays de l'Est, comme la Roumanie. Comment l'expliquer ? Assez clairement, on voit très bien qu'il y a une très forte corrélation entre la confiance dans ces institutions, donc dans ces institutions politiques, mais dans ces institutions scientifiques également, et l'acceptation de la vaccination. Donc moins on va avoir de confiance dans les institutions, et c'est ce qui peut être le cas dans les pays d'Europe centrale, moins on va avoir d'assentiment par rapport au vaccin. Et au contraire, les pays nordiques
dans lesquels il y a une confiance dans les institutions qui est extrêmement importante, et ben ça va largement faciliter le travail de vaccination, puisque les personnes ne sont pas défiantes par rapport à la vaccination en général, elles ne le sont pas non plus concernant ce vaccin contre le Covid. Antoine Flahault, est-ce qu'on aurait dû préparer différemment ou plutôt les opinions publiques concernant ce vaccin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait? Non, je pense que c'est assez attendu que l'opinion publique exprime quelques prudences. Je ne sais pas si ça sera de la méfiance, mais ce sera de la prudence vis-à-vis de vaccins qui sont très innovants et qui sont pour une nouvelle maladie. Alors maintenant, vous savez, les gens commencent à en avoir assez aussi du confinement, du port du masque, de tout cela. Si on peut un jour, grâce à la vaccination, tirer un trait sur cette maladie et cette pandémie, peut-être qu'il y a quand même une adhésion qui se fera. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure de l'expérience que l'on va avoir sur ces vaccins, c'est unique dans l'histoire récente d'avoir une population mondiale entière qui va s'intéresser à ce vaccin, qui va le prendre, dont on va avoir une expérience qui va être très rapidement très importante. Et pour les vaccins, parce qu'on en aura d'autres qui arrivent sur le marché, on va avoir petit à petit une certaine réassurance qui va opérer sur les gens. Et puis par ailleurs, peut-être que certaines compagnies aériennes, certains pays exigeront la vaccination pour pouvoir se déplacer. Et alors, ceux qui auront envie de reprendre les voyages à l'étranger, ils se feront vacciner comme on se fait vacciner aujourd'hui contre la fièvre jaune, par exemple. Alors pour tenter de rassurer, en France, Emmanuel Macron veut notamment mettre sur pied un collectif citoyen sur le modèle, on l'avait vu, de la Convention citoyenne sur le climat, pour associer la population à la future campagne de vaccination. Antoine Bristiel, c'est un simple coup de com', ce comité? Ça, on verra si par la suite c'est simplement un coup de com' ou si vraiment ce comité a un impact et ce qu'il fait réellement. Mais en tout cas, dans l'aspect de proximité, c'est vraiment un enjeu, parce qu'on se rend compte, notamment avec le personnel scientifique, que les Français ont davantage confiance dans leurs médecins traitants pour avoir des informations concernant le vaccin contre le Covid plutôt que dans les grandes institutions scientifiques. Donc d'avoir cet aspect de proximité avec des leaders d'opinion qui peuvent être plus proches de son quotidien, ça peut avoir un impact sur l'assentiment à la vaccination. Merci beaucoup, c'est la fin de cette première partie du débat. Je remercie donc Antoine Bristiel qui nous quitte. Tout de suite un point sur l'actualité internationale et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie du débat de France 24 consacré à l'arrivée imminente des premiers vaccins contre le coronavirus. Le Royaume-Uni est donc le premier pays au monde à avoir donné le feu vert à Pfizer-BioNTech. Les vaccinations pourraient même débuter la semaine prochaine. Au-delà du scepticisme grandissant au sein des populations vis-à-vis de ces vaccins dont on parlait en première partie, l'autre défi majeur est pratique, logistique. Toujours avec nous pour en parler, Antoine Flahault, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Et va nous rejoindre dans quelques instants Nathalie Coutinet, économiste de la santé, enseignante-chercheuse à l'Université Sorbonne Paris-Nord, co-auteur du livre L'économie du médicament aux éditions La Découverte. On va faire tout de suite le point sur justement ces principaux défis logistiques qui se posent avec nos confrères de France 2. Pour réussir à vacciner les Français, c'est un défi logistique de grande ampleur qui attend les fabricants et les transporteurs du monde entier. Leur tâche, acheminer les vaccins depuis les usines de production qui tournent nuit et jour, notamment celle de l'américain Pfizer. L'Europe a commandé 200 millions de doses de ce vaccin, avec une option pour 100 millions supplémentaires. Pour les seringues et les emballages, il faut compter 6 semaines de transport en bateau depuis l'Asie. Le principe actif, lui, viendra en grande majorité des 3 usines américaines de Pfizer. 20 avions seront utilisés chaque jour pour l'acheminer à travers le monde. Un avion cargo d'Air France peut transporter plus d'1 million de doses par vol,
conservés à moins 70 degrés dans des supercongélateurs. Une partie de la production du principe actif a aussi été confiée à l'usine de Puurs en Belgique et à un site allemand. En France, une usine normande s'occupera de son conditionnement. Des centaines de camions partiront chaque jour de ces 3 sites, direction notamment les 130 points de livraison à travers la France, qui seront bientôt définis par le ministère de la Santé. Voilà, on l'a vu, le chantier est colossal, d'autant que les gouvernements mettent beaucoup de pression pour aller très vite. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué Emmanuel Macron. Antoine Flahault, cette précipitation, selon certains, peut mener à des bugs dans toute cette logistique et dans la sécurité de ces vaccins. Oui, je pense que c'est probable qu'il y aura des bugs, comme vous dites. C'est un défi logistique majeur, assez inédit. Alors, on a eu une répétition générale pour le vaccin H1N1, si vous vous souvenez, puisqu'il y avait eu aussi la volonté de vacciner très rapidement toute la population. Ça avait été un petit peu un fiasco parce que la population n'en voulait pas. Il faut avouer aussi que la maladie était beaucoup moins sérieuse, beaucoup moins dangereuse. Mais on peut se dire que l'Europe est en train de se préparer tambour battant et que ce que l'on va vouloir, c'est pouvoir profiter, bénéficier de ce vaccin le plus rapidement possible, et ça demande une logistique qui est très clairement compliquée par le fait aussi que ce vaccin nécessite une chaîne de froid très particulière, des réfrigérateurs, des congélateurs à moins 70 degrés, en tout cas pour le vaccin de BioNTech Pfizer, et ça ne se trouve pas dans toutes les pharmacies, ce type de vaccin. Donc on sent bien qu'une distribution au minimum centralisée va être nécessaire. Voilà, et on est finalement donc avec Nathalie Coutinet qui nous a rejoint. Bonsoir Nathalie Coutinet, on évoquait à l'instant les défis logistiques colossaux que pose non seulement la production mais surtout l'acheminement de ces vaccins et leur distribution à travers le monde. Donc des défis en termes d'acheminement, en termes de conservation également. Il va falloir par exemple équiper disons les pharmacies de congélateurs spéciaux. On imagine que très peu de lieux disposent de congélateurs adaptés à ces vaccins. Oui, tout à fait. Ce qui pose effectivement un certain nombre de difficultés, y compris sur la façon dont on va vacciner, qui va vacciner comment, si ce vaccin nécessite de telles conditions de conservation. Les médecins généralistes ne sont pas équipés de ces congélateurs. Donc effectivement, on a différents problèmes techniques avec le vaccin Pfizer, qu'on ne devrait pas avoir avec un vaccin AstraZeneca, par exemple. Il y a effectivement, vous avez commencé à l'évoquer, des débats également sur le mode d'administration de ces vaccins dans le cadre de ces campagnes qui s'annoncent massives. Est-ce que, Antoine Flahault, ça devrait être selon vous effectué, enfin encore une fois si les conditions le permettent, mais dans les hôpitaux ou dans des centres créés spécialement pour ce vaccin contre le Covid-19 ou administré par les médecins traitants? Quelles seraient les options les plus efficaces selon vous? Non, je pense que ce n'est pas une question qui est tellement du ressort des scientifiques. Je pense qu'il n'y a pas de raison scientifique de préconiser l'une ou l'autre. Donc c'est un arrangement politique entre le pouvoir politique qui va décider de cette campagne et la façon dont il veut l'orchestrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, je ne sais pas exactement le conditionnement qui sera fait en France. En Suisse, par exemple, le conditionnement ne donne pas des unidoses. On n'aura pas le vaccin en petite boîte comme les vaccins de la grippe, par exemple. Donc ce sera par lot de 10 ou de 50 et c'est certain que pour cela, les hôpitaux, des centres en tout cas assez rassemblants, pouvant rassembler, pouvant organiser une vaccination un peu collective, seront préférés dans notre pays. Alors comment en France ce sera, je ne le sais pas exactement. Nathalie Coutinet, la France a dévoilé mardi sa stratégie vaccinale en 5 étapes. Elle suit donc un déroulé assez logique. Quel est le coût de ces stratégies vaccinales pour les États ? Il va être extrêmement important parce que la vaccination va prendre plusieurs mois. Dans le projet de loi de finances sécurité sociale, il y avait déjà une ligne sur la vaccination qui était prévue, mais qui va être très en deçà
du coût réel, puisque par exemple, le vaccin avait été proposé, enfin le prix du vaccin qui était intégré, c'était 10 €. Or, si c'est effectivement le vaccin Pfizer qui est choisi, il a déjà été annoncé un coût supérieur. Donc, c'est évidemment un coût très important pour les États et ça va aussi impacter la stratégie vaccinale. Et comme ça vient d'être dit, les conditions de vaccination peuvent être extrêmement coûteuses également. S'il faut créer des centres de vaccination spécifiques compte tenu du conditionnement et des conditions de conservation de ce vaccin, on n'est pas dans une vaccination de type grippe avec un vaccin on emmène le vaccin chez son généraliste et puis on se fait vacciner. Là, ça va être beaucoup plus complexe. Il y a un défi logistique très élevé. Antoine Flahault, on a donc évoqué cette stratégie vaccinale en France en 5 étapes. Est-ce que vous pouvez comparer avec les stratégies vaccinales dans les autres pays? Est-ce que les publics prioritaires, on l'imagine, sont plus ou moins les mêmes? Oui, plus ou moins les mêmes. C'était une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé de prioriser les groupes à risque. Vous savez, il y a 2 stratégies vaccinales. Ou bien vous avez une stratégie qui vise à bloquer l'épidémie. Et à ce moment-là, il faut viser non pas forcément des groupes à risque, mais il faut viser les groupes propagateurs. Et donc, on s'intéresse à tous les super propagateurs, ou aux enfants, ou aux jeunes. Ça, c'est une stratégie qui n'a pas été retenue. Ce qui a été retenu, c'était une stratégie plus proche de celle visant la grippe, par exemple, qui est une stratégie de protection des groupes à risque. Alors, on protège tous ceux qui risquent ou bien de faire des complications sévères et être hospitalisés, par exemple en soins intensifs, ou éventuellement qui risquent d'en mourir. Et donc cela, c'est tout à fait différent parce que ce ne sont pas les mêmes groupes qui propagent et les mêmes groupes qui risquent cette maladie, comme on le sait bien pour le coronavirus. Et donc oui, en Suisse, on a le même type d'approche, qui est une approche qui vise d'abord les personnes âgées, les personnes vulnérables, et puis également les soignants, ceux qui s'occupent des personnes âgées en maison de retraite. En Allemagne, ils ont ajouté les pompiers et les policiers, par exemple, dans les groupes prioritaires. Donc, il va y avoir quelques petites variantes en fonction de la définition des groupes prioritaires, mais grosso modo, on va être à peu près autour de ce type de groupes à risque qui ont été assez bien identifiés depuis l'expérience que l'on a de la première vague et puis maintenant de la seconde vague sur qui est véritablement à risque de faire des complications sévères entraînant l'hospitalisation ou le décès. Je ne parle pas d'un certain nombre de complications de ce qu'on appelle le Covid long, qui sont des complications que tous les âges peuvent faire et pour lesquelles il n'y a généralement pas d'hospitalisation en soins intensifs, il n'y a pas non plus de mortalité associée, c'est très préoccupant, ça doit évidemment concentrer toute l'attention des médecins et des chercheurs pour mieux les soigner et peut-être les prévenir. On ne sait pas non plus très bien d'ailleurs ce que fait la vaccination contre ces formes chroniques ou formes longue, mais en revanche, on n'a pas de raison de paralyser le pays par des confinements itératifs pour ce type de maladies qui ne viennent pas encombrer les hôpitaux. N'oublions pas que les confinements étaient faits pour éviter l'engorgement des soins intensifs dans nos hôpitaux. Nathalie Coutinet, on s'est beaucoup concentré sur l'Europe ou encore sur les États-Unis concernant ces premières campagnes annoncées de vaccination. Qu'en est-il des pays en développement et notamment de l'Afrique? Les vaccins seront-ils accessibles aussi rapidement et aussi facilement dans ces pays et à quel prix également? Est-ce que les prix de ces laboratoires ou des sociétés de biotechnologie qui développent ces vaccins seront adaptés au cas par cas? Alors, vous avez raison, c'est une question extrêmement importante. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que sur les précommandes, les pays du Nord ont capté l'essentiel des doses de vaccins. Donc, ça laisse peu de doses pour les pays du Sud. Alors, on peut imaginer que certains pays du Nord pourront ou ont déjà acquis des doses pour les pays du Sud, mais en tout cas pas en quantité suffisante. Il y a un organisme qui s'appelle COVAX, qui dépend de la Gavi, qui est une ONG qui s'occupe de la vaccination dans les pays à faible revenu. La COVAX a acheté 450 millions de doses, ce qui est très faible puisque c'est pour une population très importante qui concerne 92 pays et très en deçà des besoins. Alors que les États-Unis, à eux seuls, ont acheté 2,6 milliards de doses pour une population de 330 millions de personnes. Donc on a un problème d'accès qui se pose et qui est très inquiétant. Quant à la question du prix,
Tout dépend finalement de la stratégie de protection intellectuelle qui va être retenue. Il y a un certain nombre de pays, dont l'Afrique du Sud, qui demandent à l'OMC que ce vaccin soit libre de droit en termes de propriété intellectuelle, ce qui risque évidemment de ne pas être accepté par les firmes américaines qui détiennent les brevets. Donc il va falloir qu'il y ait une pression au niveau de l'OMC pour que ces vaccins soient sans brevet, en tout cas pour les pays à faible revenu. Sinon, ils vont évidemment être dans l'incapacité d'acquérir le vaccin compte tenu de son prix. Et puis, dans le cas du vaccin Pfizer, il y a un troisième défi, c'est le défi de la conservation à moins 80 degrés. C'est impossible dans un certain nombre de pays du Sud. Donc, ça pose un certain nombre de questions. D'autant qu'on sait, on l'a vu avec ce virus, que s'il reste en circulation dans certains pays, eh bien, il reste là et il risque de revenir, même si la population est vaccinée, ça constitue quand même un danger. Donc c'est très préoccupant, effectivement, pour les pays du Sud. Actuellement, les discussions ne sont pas terminées et il faut souhaiter que l'OMC prenne une décision en faveur de ces pays. L'OMS, vous voulez dire? Non, c'est l'OMC, parce que ce sont les accords de propriété intellectuelle qui protègent au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, qui donc attribue des brevets mondiaux sur les produits pharmaceutiques. Et ce sont ces accords à l'OMC qui risquent de bloquer l'accès au traitement dans les pays du Sud. Vous évoquiez donc les défis de conservation de ces vaccins qui va se poser encore plus dans les pays du Sud. Les défis logistiques, d'acheminement aussi, qu'on évoquait tout à l'heure, donc l'acheminement vers les pays européens. On imagine que ces défis logistiques vont être décuplés encore pour des pays en développement. Bien sûr, d'autant que dans certains pays d'Afrique, par exemple, d'Afrique subsaharienne, toutes les zones n'ont pas d'électricité de manière continue, que les centres de dispensation peuvent aussi manquer de seringues, etc. Donc évidemment que le défi logistique dans les pays du Sud est totalement décuplé par rapport à ce qu'il est déjà dans les pays du Nord, et on vient de le voir, c'est déjà extrêmement complexe dans les pays du Nord. Alors on peut imaginer qu'un autre vaccin, peut-être le vaccin d'AstraZeneca, sera mieux adapté aux pays du Sud, d'autant qu'AstraZeneca avait dit vendre son vaccin à prix coûtant, donc sûrement à un prix plus faible que le vaccin Pfizer et Moderna. Et donc on peut imaginer que si assez rapidement le vaccin AstraZeneca est développé, il pourrait être mieux adapté à un certain nombre de pays. Après, il faut voir la question d'efficacité. Tous les vaccins ne seront sans doute pas également efficaces sur les mêmes catégories de population. Donc, il faut maintenant attendre de savoir un peu plus, d'avoir un peu plus de précision quant aux caractéristiques de ces différents vaccins. Antoine Flahault, depuis mars dernier, on nous dit qu'il faut attendre l'arrivée d'un vaccin, que ce sera la solution miracle à tous nos problèmes. Maintenant que cette arrivée des vaccins est imminente, les discours semblent changer un peu. Ce vaccin ne va pas tout résoudre. C'est-à-dire que ce vaccin va résoudre, je l'espère, un certain nombre de problèmes, et peut-être le problème central. Le problème central de cette pandémie de Covid-19, c'est quand même ces confinements et reconfinements et déconfinements à répétition. On a mis à plat la vie sociale et la vie économique de nos pays, simplement parce que sinon on risquait l'engorgement massif de nos hôpitaux. On a été au bord de ces crises-là un peu partout dans le monde. Cela, peut-être qu'on va pouvoir enfin s'en débarrasser. C'est-à-dire que si cette maladie ne tue plus, ou disons que si elle n'engorge plus nos hôpitaux, alors il n'y aura plus de raison d'avoir ces mesures totalement exceptionnelles que nous avons tous mises en place partout dans le monde pour éviter que cela ne survienne. Et ça ne veut pas dire nécessairement qu'on en aura fini avec
le coronavirus. On aura toujours ces problèmes. J'ai parlé des Covid longs. Je pourrais aussi dire que peut-être qu'on va s'apercevoir que les gens qui sont vaccinés continuent à propager le virus parce que quand on est vacciné, on peut être infecté, on peut porter le virus. Ça existe avec d'autres vaccins. Le virus de la poliomyélite est connu pour pouvoir continuer le portage du virus. Il y a des vaccins bactériens qui aussi n'empêchent pas le portage des bactéries. Donc on va découvrir, parce que tout cela on ne le sait pas encore très bien, on va le découvrir en marchant et peut-être qu'on s'apercevra que tout n'est pas terminé, mais en revanche, on aura peut-être profondément modifié le pronostic de cette maladie et c'est cela que l'on vise. Vous savez, la pandémie du sida, on n'a pas de vaccin, mais on a des traitements qui ont profondément modifié le pronostic du sida. Aujourd'hui, quand on a le sida, on a la même espérance de vie que quand on n'a pas l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. Eh bien, c'est ça qui est important. Bien sûr, la qualité de vie en a été un peu altérée pour le cas du sida, parce qu'il y a des traitements quotidiens, ce qui ne serait pas le cas d'un vaccin, mais c'est ça qui changerait complètement le pronostic de cette maladie et donc le cours de cette pandémie. Donc votre optimisme reste encore prudent à ce jour, Antoine Flahault. Nathalie Coutinet, vous partagez ce sentiment, cette prudence ? Oui, la question, effectivement, une des questions centrales du vaccin, c'est est-ce qu'il empêche la transmission du virus ? Pour le moment, effectivement, on n'a pas d'informations sur cette question qui sera centrale pour la suite de la circulation de la pandémie. Et puis, bon, c'est vrai que la question des confinements, c'est une question économique, mais il y a aussi une question de nombre de morts de ce virus et qu'il convient évidemment de trouver une solution. Il y a aussi des traitements qui sont en cours de développement. Alors, ça sera plus long parce que les traitements qui avaient été tentés, on avait tenté de voir si certains médicaments existants pourraient être efficaces sur la Covid-19. Visiblement, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a des recherches qui sont conduites pour trouver des traitements. Ça sera à plus long terme parce qu'il faut trouver un nouveau médicament. Mais les recherches sont quand même développées et on a un deuxième espoir à plus long terme sur la question des traitements. Voilà, et c'est ainsi que s'achève notre débat. Merci beaucoup Nathalie Coutinet, merci aussi à vous Antoine Flahault d'y avoir participé. Merci bien sûr à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24, l'actualité continue bien sûr sur notre antenne.